Comme on vient de le voir donc, au travers du CNIS, de l'UFS et de Marc Warshawski du CER, on voit bien que notre modèle agricole est en plein virage, un virage que nous avons annoncé il y a quelques années. Cette conversion n'est pas facile forcément à accepter et aujourd'hui, donc, il faut s'adapter pour toujours répondre et faire valoriser et mettre en avant nos exploitations. Aujourd'hui, je suis conscient et je suis persuadé que la semence reste un maillon essentiel qui permet aux exploitations agricoles spécialisées de s'en sortir et de tirer l'épingle du jeu pour mieux valoriser leur savoir-faire et leur productivité au sein de la structure. Aujourd'hui, plutôt que de parler, moi, un seul homme, pour vous dire ce que nous, la NAMSO, on pensait de ce métier-là, j'ai choisi de faire parler les hommes. Parce que la NAMSO, ce sont des hommes, ce sont des valeurs, avec des régions différentes, des structures différentes, des spécificités, des organisations différentes, des structures d'exploitation bien différentes. Donc je pose la question simplement, comme j'ai l'habitude de faire. Comment la production de semences oléagineuses contribue à la performance de vos exploitations agricoles ? Pour moi, l'intérêt de produire des tournesols semences sur mon exploitation, c'est avant tout un point de vue économique, un intérêt économique, une plus-value sur la marge non négligeable par rapport à des cultures de conso classiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une plus-value technique et intellectuelle. Le fait de produire des cultures de qualité tout en suivant un cahier des charges est différencié d'une culture conso classique. Et troisième chose, c'est la plus-value sociale et humaine au travers, des jeunes saisonniers qu'on emploie l'été pour les épurations, et deux, au travers tout le personnel de la station qui représente un certain nombre d'hommes et de femmes. Moi, le colza, il m'a presque tout amené sur l'exploitation. Déjà le stockage, et après je peux développer tout mon système de collecte et l'expédition et tout. Ça m'a permis de développer mon exploitation. Sans elle, je pense que l'exploitation ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Nous, on est dans une démarche au niveau de notre exploitation, on est dans une démarche, on va plutôt rentrer sur le terrain de contrats et de contractualiser les productions avec, entre guillemets, les garanties qu'on a à la sortie sur une rémunération. On est dans un contexte de notre exploitation pédoclimatique un peu difficile, donc on a des potentiels qui sont limités. Et donc, on va se tourner et on s'est rendu compte que ces types de production nous permettaient de dégager une marge de façon que l'exploitation fonctionne correctement. Les semences ont clairement contribué au développement de l'exploitation et moi-même, mon frère, mon cousin, ne serions pas restés s'il n'y avait pas eu les productions de semences. Il ne faut pas se mentir non plus là-dessus. En conso, on a des prix très, très volatiles. Le fait d'être en semences, ça permet d'avoir
d'avoir une culture contractuelle et dès le début de l'année, on sait où on va. Enfin, j'ai fait le choix de partir avec de l'irrigation parce que ça permet justement de faire n'importe quoi. Et après, j'ai regardé dans ce qui pouvait me plaire et je suis parti sur la semence. Mais à la base, j'aurais pu partir sur toute autre chose. On est dans une région où il y a beaucoup de cultures spécialisées et beaucoup de possibilités, quoi. Ouais, clairement, aujourd'hui, si je n'avais pas fait des semences, que je serais resté dans le schéma grande culture, je pense que je ne vivrais pas, voilà, pour être clair. Mais si je n'avais pas fait des semences, je serais parti sur d'autres cultures. Forcément, j'aurais peut-être fait de l'ail, j'aurais peut-être fait de la lavande, j'aurais peut-être fait des plantes aromatiques. Le fait de faire des productions de semences, qu'on dit avec une valeur ajoutée plus importante à hectare, m'a permis, au contraire, de ne pas forcément, j'ai exagéré, prendre 500 ou 1000 hectares, mais de me concentrer plutôt sur un aspect, une exploitation, on va dire, moyenne, et puis conserver des voisins avec qui je peux travailler, parce qu'en entraide, en termes de production de semences, c'est quand même assez intéressant de pouvoir travailler avec ses voisins, parce qu'il y a quand même du matériel. Si on veut travailler correctement, il faut investir dans du matériel assez onéreux. Et le faire à plusieurs, notamment au travers de l'ACUMA, c'est quand même beaucoup plus facile et ça permet aussi, au niveau des exploitations, on parlait de facteurs humains, économiques, de rassembler les deux par l'ACUMA, par exemple, en entraide et puis en coût d'utilisation de matériel. Ça nous permet même d'avoir un panel de matériel plus important et de pouvoir mieux travailler dans de meilleures conditions. Si vous avez un cheptel, mettons, de 500 ruches, vous ne mettez pas tout en pollinisation. Donc il faut que, si vous mettez 100 ruches, 150, 200 ruches en pollinisation, il vous faut continuer quand même à produire du miel sur les autres ruches. Et le fait d'avoir des variétés qui soient riches en nectar, en tournesol et en colza font que ça vous assure un complément de revenus. Parce qu'une exploitation ne peut pas vivre elle seule de la pollinisation, c'est pas possible. Pour une bonne et simple raison, c'est que tout ce qui est la pollinisation, c'est suite à des mises en place de contrats par les maisons de semences auprès des producteurs. Et vous savez comme moi que ces contrats évoluent. Ces disponibilités en contrat évoluent en fonction de la demande des semences. Nous avons connu par le passé une migration des semences vers les pays de l'Est. Et à ce moment-là, eh bien, c'est toute la chaîne, c'est toute la filière qui en pâtit. Et l'agriculteur n'a plus de semences à multiplier, mais l'apiculteur n'a plus rien à polliniser. Donc lui, il faut aussi d'autres cordes à son arc pour garder une exploitation dynamique. Et il ne faut pas oublier que le premier métier de l'apiculteur, c'est de récolter du miel. On est un maillon qui en est une étape. Il y a déjà d'autres collègues producteurs qui produisent les générations avant nous, les bases et les pré-bases, qui eux aussi ont un travail de qualité, mais là les établissements sont plus présents, très très important pour nous assurer déjà une semence de qualité, une semence qui arrive chez nous limite en qualité, d'office, on aura beaucoup plus de travail et on sait déjà qu'on n'arrivera pas à récupérer toute la qualité. Moi, en tant qu'utilisateur de semences certifiées, il n'y a rien qui me met plus en colère que quand mes tournesols lèvent ou mes colzas lèvent et que je vois des dégénérescences dedans ou des tournesols multifleurs, etc. Quand on achète des semences certifiées, qui ont fait une mise de fond à l'hectare de production de l'oléagineux, c'est pour avoir des produits sérieux. Je suis quand même optimiste. Je pense que tous les acteurs de la filière sont conscients de ce problème actuellement et qu'on va tous travailler ensemble de façon à mieux répartir la valeur ajoutée afin de continuer à avoir un réseau de producteurs semenciers fiables tout au long des années à venir. J'ai commencé la production de semences avec un isolement à 500 mètres, ça suffisait. Aujourd'hui, on nous demande jusqu'à 1 km, donc oui, faut discuter de plus en plus avec ses voisins. C'est pas toujours facile parce que moi, je suis pas dans une zone protégée, donc j'ai des voisins qui veulent pas forcément faire de la semence. Donc il faut échanger très tôt avec eux, discuter, leur faire valoir que ça peut être intéressant de faire de la semence. Oui, il faut prendre un peu de temps pour ça, quoi. Donc j'étais producteur de colza et tournesol semences il y a plusieurs années, donc j'ai arrêté depuis 3-4 ans parce qu'en fait j'avais plus l'isolement avec les recrudescences des surfaces de colza à conso et les augmentations de surface d'isolement, je me suis retrouvé limité en fait en possibilités. Du fait de la rotation aussi, c'est plus possible de faire
des productions de semences oléagineuses sur mon exploitation. Pour ce qui est de ma part, je ne suis pas multiplicateur de semences oléagineux, puisque je suis dans une zone où forte pression de tournesol, forte pression de colza, et il est très difficile d'avoir les distances d'éloignement de parcelles. Donc c'est compliqué de mettre de la multiplication en place. On a de plus en plus de problèmes d'isolement qui arrivent dans notre secteur parce que les gens ils ont l'obligation de développer, d'avoir minimum 3 cultures. Donc le colza qui était il y a 20 ans, pour ainsi dire, anecdotique, de plus en plus nous avons des exploitations à proximité qui mettent en place voire même quelques hectares et qui nous posent d'énormes problèmes, ce qu'on n'avait pas auparavant dans les années antérieures, parce que systématiquement, dans l'environnement, il faut aller... il y a un travail avant d'implanter, d'aller voir directement les voisins s'il n'y a pas un souci au niveau des distances, quoi. Et d'autant plus qu'avec les préconisations qui nous sont demandées, au niveau des contrats mis en place, ça devient de plus en plus difficile. Et je vois que depuis quelques années, j'ai souvent recours aux parcelles d'isolement. Nous, on est sur des parcelles qui ne sont pas très grandes. Donc, je veux dire, passer en tournesol de 500 à 800 mètres, c'est énorme les conséquences que ça peut avoir. Après, ça demande beaucoup plus de travail, par exemple pendant l'hiver, pour préparer son assolement, quoi, voilà. C'est vrai qu'on nous en demande plus, mais à un moment donné, ça va coincer, quoi. Enfin, ça va coincer. Soit on n'arrivera pas à placer les surfaces. Après, c'est comme ça, c'est un fait, on fera autre chose, tant pis, on se tournera vers autre chose. Soit, si c'est vrai qu'il faudrait que ce soit un peu mieux rémunéré, quoi. Parce que des fois, ça impose, ça a aussi d'autres conséquences par rapport à d'autres cultures. Par exemple, moi, je vais sacrifier d'autres cultures que je pourrais faire, justement, pour être isolé. C'est vrai que si l'année prochaine, je ne suis pas isolé pour faire des semences, parce que c'est, comme je vous dis, c'est vraiment... un grain de sable peut tout chambouler pour une année, quoi. Moi, ce qui m'inquiète un peu, à la limite, c'est de voir partir des surfaces historiques dans d'autres cultures. Du coup, c'est surtout quand on installe des cultures pérennes, du style de la vigne ou du lavandin. Du coup, c'est des surfaces qui ne reviendront pas rapidement dans le circuit. Toutes les surfaces qui sont faites en France sont là parce que le réseau des semenciers français a un savoir-faire, je le pense toujours, reconnu par tous. Je pense que le réseau français permet de faire, si on compare un peu au maïs, énormément de variétés, et puis avec dans la durée une qualité, voire bonne qualité, avec un objectif assez stable. Il y a une petite variabilité entre les années, mais globalement on est toujours autour de l'objectif. Donc en termes pour eux d'objectifs et puis de vision des stocks notamment, c'est quelque chose de sécurisant. D'excellence, je ne sais pas si c'est le terme, mais c'est vrai que c'est essayer de produire quelque chose de qualité, toujours au mieux. Et oui, forcément, c'est un groupe d'excellence, quoi. Mais de toute façon, le réseau d'excellence, c'est indispensable. Et puis c'est de plus en plus indispensable quand on voit qu'il y a des variétés qui régulièrement emportent un gène de plus ou 2 gènes de plus par rapport il y a une dizaine d'années en arrière. Et tous ces gènes, pour qu'ils puissent s'exprimer, il faut que la pureté soit encore meilleure, que les augments soient encore meilleurs. Mais je dirais que une fois qu'on est dans le métier de la semence, on ne s'estime pas aussi fort que ça. Simplement, la technicité ou la passion pour la culture, il faut que ça soit en nous, il faut que ça soit ancré. C'est le gage de réussite. Et après, peut-être qu'on devienne des professionnels ou des professionnels très pointus sans forcément s'en rendre compte. C'est ce qui est clair et net. La personne qui veut faire une production de semences de la même façon qu'une production de conso, il ne faut pas qu'il y aille. Ça va être un échec pour lui. Ça va être un échec pour l'établissement, ça pourrait être un échec pour l'environnement. Quand on est là-dedans, après, ça nous paraît naturel d'être exigeant, rigoureux. Un producteur lambda n'est pas multiplicateur de semences. Là-dessus, c'est clair. Les multiplicateurs de semences vont chercher les élites de la production d'oléagineux. Reconnu, je ne sais pas. Apprécié, je pense. Je pense qu'ils ils doivent apprécier la stabilité. Après, venir nous dire « bon, mais c'est bien, vous avez bien travaillé ». Bon, je pense qu'on fait tous, autant eux que nous, on fait tous le maximum pour réussir. Voilà. Mais je pense qu'ils l'apprécient, même si peut-être qu'ils
Ils ne nous le disent pas, et puis nous c'est pareil, des fois on oublie de s'envoyer des fleurs peut-être, mais je pense qu'ils l'apprécient. Moi je me suis personnellement équipé d'un guidage GPS autonome sur le tracteur pour faire vraiment des semis parfaits en ligne droite. Voilà, donc ça, par exemple, ça fait partie, bon, c'est quand même une grosse dépense d'équiper le tracteur. Il y en a eu pour 17 000 € d'investissement. Et voilà, ça fait partie des petites choses qui vont rogner un petit peu la marge. Bon, c'est sûr, ce n'est pas les semenciers qui l'ont demandé, mais ça sera quand même... ça va influer sur la qualité du semis. Parce qu'en réalité, les rangs ils seront toujours pile au bon écartement. Il n'y aura pas de doublons, il n'y aura pas d'endroit où, avec la bineuse, on va couper les plants de mâle ou les plants de femelle. Et du coup, c'est quand même voilà, le petit style de charge qui se rajoute. Oui, les marges ont diminué par rapport à ces impasses techniques qu'on a et qu'on est en recherche toujours d'avoir des nouvelles, mais on recherche et ça crée des coûts supplémentaires. En fait, les semenciers, ils ne peuvent rien sur le manque de produits. Le semencier, il ne peut rien sur le manque de produits, mais c'est nous, on est obligé de passer plusieurs fois sur nos cultures et ça nous crée des frais supplémentaires et qu'on ne peut pas... Ça, les contraintes par rapport aux produits phytosanitaires, ça va peut-être être un problème à un moment donné. Nous, dans la région, enfin moi je parle pour la région, mais on sent vraiment une pression à nous pousser vers le bio. Quand ils nous pondent des nouvelles règles, ça peut vite être très compliqué, quoi. Si on peut cultiver plus que le milieu des champs demain avec très peu de produits, on passera en bio, quoi, voilà. Quand on voit qu'on siège dans des coopératives et qu'on étudie les résultats des variétés et des producteurs à travers les variétés, on a régulièrement, toujours, même si on limite, de plus en plus des rémunérations qui vont du simple au double, et parfois pire. Alors malheureusement, si celui qui gagnait le double faisait une année extraordinaire, on pourrait dire, bon, mais celui qui a fait que simple, c'est pas trop mal. Mais c'est pas le cas. C'est que celui qui a fait le maximum, il a fait un revenu correct, une culture rentable, mais sans plus. Il n'y a pas à crier victoire. Ce qui veut dire que celui qui a fait à moitié moins, eh bien, quand il a équilibré ses charges, il lui reste plus grand-chose. Je pourrais voir ça sur le long terme si j'étais sûr d'avoir des contrats, 20 hectares de contrats tous les ans pendant 10 ans. Aujourd'hui, personne ne peut me le dire. Donc je sais que quand je mets 20 hectares de contrats en place, quand je sème, je sais que si tout se passe bien, ça va fonctionner et que voilà, ça va générer un peu de valeur ajoutée. Mais je ne sais pas dit que demain, je fasse de la production de semences parce que je ne sais pas s'il y aura les contrats. Et je pense qu'il faudrait, les semenciers devraient gérer ça sur le long terme. Moi je dis qu'on ne vient pas producteur de colza du jour au lendemain. Ça se réfléchit. La rémunération d'un colza semence, ça se voit sur plusieurs années. Ce n'est pas parce qu'une année on fait un bon rendement qu'on doit dire l'année prochaine on mise tout. On peut pas, il faut le pérenniser ça, sur plusieurs années. Oui, bah, si on a l'isolement, bien sûr qu'on peut dire que dans les 4-5 années à venir, on a une visibilité, moi je pense. Mais après, du jour au lendemain, un exploitant à tel endroit peut ne pas être isolé. Et là, ça peut remettre en cause tout son schéma. Hein. La recommandation interprofessionnelle, grâce aux discussions que nous avons au sein du GNIS avec l'UFS, permet quand même d'avoir une vision, au moins à moyen terme, si ce n'est à long terme, sur le futur chiffre d'affaires que peut amener la culture de colza ou de tournesol semence. Dans l'avenir, pour que les semences de colza continuent de progresser, ou tout au moins de se stabiliser en France, il faut que le revenu soit là. Si la marge n'est pas suffisante, les agriculteurs arrêteront, hein, comme beaucoup dans la région, arrêtent de faire du maïs, parce que ça demande plus de travail, semences, ça demande de plus de travail et c'est de moins en moins rentable. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il faut être vigilant parce qu'il y a des nouvelles filières qui se mettent en place, qui rentrent en concurrence avec la production de semences. Et donc, comme je vous expliquais, nous, on est en train de partir sur la voie de la production bio, sachant qu'on a une filière qui se met en place, nous, dans notre département du Gers,
il y a une demande. Donc notre souci, c'est qu'il faut être vigilant que la production de la multiplication de semences oléagineuses garde son intérêt au niveau du plan technico-économique et qu'il reste toujours un intérêt, que surtout qu'il n'y ait pas une érosion au niveau de l'aspect rémunération. Aujourd'hui, c'est vrai que la semence me plaît. On met tout en œuvre, on crée des réseaux, on essaie de s'entendre avec les voisins, on essaie de tout faire pour continuer à développer ce créneau-là, parce que pour l'instant, il nous fait vivre, on va dire. Maintenant, si demain, l'intérêt économique n'y est plus, ou que ça devient trop compliqué, que les contraintes sont plus en accord, on va dire, avec le reste, bah, en agriculture, il faut savoir se renouveler, il faut savoir rebondir, quoi, on va dire. Donc, moi, je ne m'entêterai pas sur ce schéma si demain, c'est plus rentable économiquement, quoi, voilà. Si les entreprises semencières, elles ont envie de continuer de produire des semences en France parce qu'elles y ont un intérêt, et si elles y sont, elles y ont un intérêt, et ben, elles continueront d'y mettre le prix et on continuera d'en faire. Est-ce que la France va pouvoir continuer à assurer un revenu décent à ses producteurs de semences tout en vendant à l'export et notamment à l'Europe de l'Est? Eh bien, je n'ai jamais de réponse franche. Parce que malheureusement, si c'était oui, on m'aurait déjà dit depuis longtemps. Mais justement, ces productions de semences demandent de l'engagement, de la motivation. Donc, il faut un minimum de reconnaissance, et en particulier financière, pour avoir envie de continuer. Nos exploitations sont en recherche permanente de performance économique. Donc, si ce n'est pas au travers de la semence, ça sera au travers d'autres productions à valeur ajoutée. Abandonner, je ne pense pas, parce que ça amène toujours quand même des rotations. Par contre, c'est vrai qu'il y a d'autres cultures qui sont attractives aussi sur mon secteur. Je pense notamment aux vins de pays. Quand on a les bons cépages bien palissés comme il faut dans des bonnes terres, c'est vrai qu'on dégage des grosses marges. Bon, il y a les plantes aromatiques qui sont là aussi sur le secteur depuis plusieurs années, qui sont très attirantes aussi. Bon, le lavandin, bien sûr, qui subit une belle progression depuis 2 années, là, notamment en prix et en surface. Ça aussi, ça attire pas mal de monde, je vois. C'est une technicité et une passion en même temps. Mais il faut que la raison première, c'est la rémunération. Il faut que ça reste rémunérateur. Et aujourd'hui, voilà, je pense qu'on a un problème dans le partage de la valeur ajoutée. Je ne dis pas que ce n'est pas rémunérateur, ce n'est pas le cas, mais il en manque. Oui, j'incite les jeunes à faire de la semence. Si financièrement ils s'y retrouvent, c'est intéressant. C'est plus intéressant de faire de la semence quand on a l'esprit semencier que de faire le tout venant, quoi. Donc j'espère que la semence a un avenir dans notre région.